nous allons faire la place au professeur Jean-Claude Tardy. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a un changement de programme, ce que j'avais prévu sur l'histoire des traitements et comment on les avait améliorés. Je me suis dit, il faut vraiment que je le simplifie, ce diaporama, et que je le mette dans les mains d'une illustratrice pour faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus accessible. Parce que balancer pendant 1 heure des structures de protéines virales et des formules chimiques de médicaments, j'étais sûr et certain que j'allais vous perdre en 5 minutes. D'accord, ce qui n'est quand même pas le but recherché. Et donc, je vais vous faire l'histoire du VIH, comme vous l'avez, à mon avis, assez rarement entendu, avec différents aspects dont on parle assez peu souvent, mais qui me semblent assez intéressants. Voilà. Bon, peut-être que les diapos vont arriver. Une petite seconde. Bon, voilà. Bon, c'est quelque chose. J'étais virologue. Je dis j'étais maintenant. Il faut que j'utilise l'imparfait parce que je suis à la retraite depuis 2 ans, pendant 45 ans à peu près. Et je me suis constitué. Donc j'ai vu arriver ce virus. Et donc je me suis constitué depuis quasiment un demi-siècle des quelques centaines de diapositives au fur et à mesure que nos connaissances allaient en augmentant. Et bon, là, je vous rassure, il y aura très très peu de virologie. C'est beaucoup plus pour essayer de comprendre comment ce virus est arrivé et surtout quelles ont été les réactions de la société avec l'arrivée de cette nouvelle maladie et l'émergence de ce nouveau virus. Voilà. Bon, on va faire ça a cappella comme ça alors. Hein. Bon. Bon. Ah non, je crois que ça va être bon. Voilà. Donc j'avais appelé ça un petit peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le VIH/SIDA sans jamais oser le demander. Alors en fait, ce que je vous propose, on va partir donc une petite heure. Voilà, ça va mieux. Oh, c'est pénible, ça résonne. Bon, non, mais je vais essayer. On va faire un petit voyage autour de la planète en allant sur la côte ouest, aux États-Unis, à Paris, en Afrique centrale, là où on va rester assez longtemps. Et puis, on va faire un voyage dans le temps, puisque c'est l'histoire, où on va couvrir toute une partie du XXe siècle. Et on va commencer ce voyage en remontant il y a une 50aine d'années. Je veux bien, mais je l'ai mis sur on pourtant, je ne me suis pas gouré. Hop, voilà. Et donc on va remonter dans les années 70. Et ces années 70, je dois avouer qu'être adolescent ou jeune adulte dans les années 70, ce n'était quand même pas désagréable du tout à vivre. Ça, c'est sûr. Parce que c'était une nouvelle façon de vivre et parce qu'on était en pleine révolution sexuelle. Et puis sur un plan scientifique, mais je découvrirai ça quelques années après, c'était aussi intéressant parce qu'il y avait des grandes découvertes. Alors si le slogan c'était Peace and Love, ok, c'était pas la paix pour tout le monde parce qu'on était notamment en pleine guerre du Vietnam et que vous voyez ces photos célèbres, d'accord, avec cette jeune vietnamienne qui s'était fait brûler par une bombe au napalm, et puis en haut, peut-être que, mais vous êtes tous jeunes ici, vous ne pouvez pas connaître, ça a été le plus grand concert de pop music, comme on disait à cette époque-là, c'était Woodstock, où Jimi Hendrix jouait l'hymne américain en mimant le bruit des bombes qui tombaient sur le Vietnam. Alors vous allez me dire, j'aime bien regarder le public quand je parle de ça, il dit mais où c'est qu'il veut nous emmener, c'est l'histoire du VIH et il nous emmène à Woodstock. Eh bien, je me suis totalement inspiré de différentes publications, dont celle de John Coffin, qui est un grand maître de la rétrovirologie, qui dit que au mois de mai 1970, il y avait beaucoup de manifestations aux États-Unis, d'accord, et notamment dans les universités.
et tout particulièrement, vous voyez, le 4 mai 70, dans l'université de Kent, dans l'Ohio, les étudiants manifestaient contre la guerre au Vietnam, et la police a tiré à balles réelles, et ils ont tué 4 étudiants. C'est la fameuse Fordham in Ohio qui a donné lieu à une chanson derrière par un groupe célèbre à cette époque-là. Et il continue son article, ses articles, John Coffin, en disant, à peu près dans le même temps, et c'était vraiment dans le même temps, vous voyez, 4 mai 70, indépendamment l'un de l'autre, 2 chercheurs, dans 2 universités différentes, allaient faire l'une des plus grandes découvertes de biologie moléculaire du XXe siècle. Ils allaient mettre en évidence qu'il y avait une enzyme, there is an enzyme, très particulière, parce que cette enzyme, et pour la première fois on montrait son existence, était capable de fabriquer de l'ADN à partir d'ARN. Ils venaient de découvrir l'un et l'autre la reverse transcriptase. Ça a été une bombe en biologie moléculaire parce qu'elle allait contre, je peux dire, ce qu'on appelait le dogme central de la biologie, ADN donne de l'ARN qui donne des protéines, mais pas en sens inverse. Ils ont découvert cette enzyme chez des virus qu'on appelait jusqu'à présent les oncornavirus, les virus oncogènes à ARN. On en connaissait chez les oiseaux, chez les rongeurs. Et à partir du moment où on a découvert que ces oncornavirus avaient une reverse transcriptase, c'est à partir de là qu'on a commencé à les appeler les rétrovirus. Et ça a été une telle bombe dans le domaine de la biologie moléculaire que certains auteurs l'appelaient l'enzyme hérétique. Voilà, tellement c'était énorme. Mais ce n'est pas uniquement donc, la découverte de la reverse transcriptase. Il y a eu d'autres prix Nobel dans ces années 70. C'est la première fois que la technique des hybridomes est publiée. Donc c'est la découverte des anticorps monoclonaux. C'est aussi la découverte du séquençage par Frédéric Sanger, que vous voyez en bas, une des rares personnes au monde à avoir eu 2 Nobel dans sa vie. Et c'est aussi, lui n'a pas été Nobel pour les raisons qu'on pourra évoquer tout à l'heure, c'est tout le laboratoire de Robert Gallo, parce que c'est dans son laboratoire que pour la première fois on a réussi à cultiver des lymphocytes, chose qu'on ne savait pas faire avant. C'est dans son laboratoire qu'on a découvert ce qu'on a appelé dans un premier temps le T-cell growth factor, un facteur de croissance des lymphocytes T qu'on a appelé très rapidement après l'interleukine 2. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes ces grandes découvertes, la découverte de la reverse transcriptase, la découverte de la culture des lymphocytes, de l'interleukine 2, ce sont des étapes clés dans la future découverte du VIH. C'est en utilisant ces techniques et en se servant sur la base de ces découvertes qu'on a pu découvrir le VIH. Et Robert Gallo, c'est lui qui a découvert le premier rétrovirus humain, qui est l'HTLV, l'HTLV1, qui n'est pas le virus responsable du sida, c'est un autre rétrovirus. Et pour vous dire que les choses n'étaient pas gagnées d'avance, c'est que quand il a voulu publier la découverte du premier rétrovirus humain, il a envoyé sa publication à Journal of Biology, qui a refusé le papier. Et j'en veux pas. Avec un commentaire en plus de l'éditeur en chef en disant qu'il conseillait à Robert Gallo de changer de sujet, parce qu'on sait, tout le monde sait très bien que les rétrovirus humains, ça n'existe pas. D'autres étaient un peu moins catégoriques, même s'ils existent, ça sera qu'un problème de santé publique mineur, anecdotique. 40 ans après, il y a eu 40 millions de morts. Et puis de toute façon, il ne faut pas travailler sur ces virus parce qu'ils ont 2 propriétés. Ils s'intègrent dans le génome des cellules et ils mutent. Donc on n'arrivera jamais à développer des antiviraux. 40 ans après, on en a eu 40 antirétroviraux. Donc vous voyez, des gens brillants, il y en a toujours eu. Hein, il y en a toujours, malheureusement. Et puis, donc, je vous le disais dans mon introduction, une période qui était assez agréable à vivre dans les années 70 parce qu'on est en pleine révolution sexuelle. D'accord ? Dans tous les domaines, révolution hétérosexuelle, je peux vous dire en France, à cette époque-là, un peu en se cachant un peu, quoi. Hein, voilà. On lisait Pilote, Charlie Hebdo, Harakiri, etc. Voilà. 69, l'année érotique, c'était Serge Gainsbourg et Jane Birkin qui chantaient cette chanson. Et puis, j'avoue que cette photo, j'ai toujours beaucoup aimé cette photo en noir et blanc en bas où on voit
Lucien Neuwirth, qui était un sénateur, qui avait réussi à convaincre le général de Gaulle à l'utilisation de la pilule contraceptive. Un collègue parisien qui connaît bien cette histoire m'a dit que c'était en passant par Madame de Gaulle qu'il était arrivé à convaincre le général. Et puis à gauche, vous l'avez reconnu, c'est Simone Veil et son combat, parce que ça a été un véritable combat pour l'interruption thérapeutique de grossesse. Vous voyez en haut à droite l'affiche d'un parti politique qui n'avait pas tout à fait le même nom à cette époque-là, mais vous pouvez deviner assez facilement de qui il s'agit, qui était bien évidemment contre ces différentes mesures. Et puis une révolution au sein du milieu homosexuel en France, aux États-Unis. Et là, on parle beaucoup depuis quelques jours de stigmatisation, de discrimination. Ah ben, je peux vous dire qu'à cette époque-là, c'était encore à un autre niveau. Les mecs, ils se faisaient taper dessus, ils perdaient leur boulot, ils se faisaient virer de leur appartement, etc. C'était absolument affreux. Et pour une partie du corps médical, mais c'était une maladie. Et donc, il fallait soigner. D'accord ? Soigner, c'était quand même des neuroleptiques à forte dose ou des électrochocs. Ce petit dessin, c'est pas un petit dessin humoristique en haut à droite, d'accord ? Puis quand la médecine ne pouvait plus rien, il n'y avait plus que l'exorcisme qui pouvait faire quelque chose. Vous voyez à peu près le niveau. Et un des premiers épisodes qui a vraiment marqué pour la libération et l'obtention des droits par la communauté homosexuelle, c'est l'épisode du Stonewall qui s'est passé en 1969. C'est quoi l'épisode du Stonewall ? Stonewall, c'est un... Ça va là, non ? Ah ben je sais pas, moi ça me résonne là. Non, vous entendez ? Ben alors, il n'y a que toi qui n'entends pas. Mais rapproche-toi, t'es là, il y a plein de places. Tu vas te mettre derrière les arbres, là-bas, t'entendras pas non plus. Non, mais là, ça pas parce que ça résonne. Hein. Bon, cet épisode du Stonewall, c'était un bar à New York, à Greenwich Village, et les jeunes homosexuels se réunissaient tous les soirs pour boire un verre, et tous les soirs, ils se faisaient virer par la police, parce qu'ils étaient accusés par les voisins comme étant des sexual deviants. Et le 28 juin 69, ils en ont eu marre, ça a été bagarre rangée, il y a eu quelques jours d'émeutes à Stonewall, dans Greenwich Village. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est que pour fêter le premier anniversaire de cet épisode du Stonewall, le 28 juin 70, il y a eu une grande marche LGBT dans Central Park. Et ça, c'est considéré comme la première marche des fiertés, c'est considéré comme la première Gay Pride. Voilà. Alors il est vrai qu'à cette époque-là, les garçons sont donnés à cœur joie, si je puis dire, avec en montant des saunas, des backrooms, etc. Celui qui en parle le mieux, pour moi en tous les cas, j'ai beaucoup adoré son livre, c'est Dominique Lapierre, dans Plus grand que l'amour, et il appelle son chapitre consacré à ce moment-là dans l'histoire, des millions d'orgasmes pour une libération. Et bon, il y avait eu des campagnes déjà de prévention. Hein, vous voyez les affiches qui circulaient à ce moment-là, comme quoi on peut passer un bon moment tout en faisant quand même un peu attention, en faisant du safe sex. Et c'était rigolo, parce que vous voyez, c'est des trucs qui datent de la fin des années 70, tout début des années 80. On parlait, mais c'est écrit en petit, de limiter l'utilisation des drogues récréatives, quoi. On parle beaucoup de chemsex maintenant, et les gens ils pensent avoir découvert comme ça existe depuis 50 ans. Quoi. Voilà. Et donc, il est bien évident que cette libération s'est accompagnée d'une recrudescence de maladies sexuellement transmissibles, dont on parle beaucoup depuis ce matin, les gonocoques, la syphilis, etc. Et ça aurait dû être, pour certains auteurs, le premier signe avant-coureur qu'il était en train de se passer quelque chose. Il y avait une épidémie d'hépatite B au sein de la communauté homosexuelle, notamment sur la côte ouest à San Francisco. Ce qui était complètement inhabituel, on n'avait jamais vu ça avant. À un tel point que, étant donné qu'on disposait des premiers vaccins hépatite B, grâce aux travaux français de Philippe Maupas, il y avait ces affiches où on incitait, on recommandait aux homosexuels de se faire vacciner contre l'hépatite B. Je vous reparlerai de cette campagne de vaccination et de cet essai vaccinal à deux reprises.
Donc c'était bien. Et puis après arrive le début des années 80 et vous voyez que le Time, eh ben, sa couverture, c'est pas pareil. The revolution is over. Okay, et que c'est dans ce contexte-là, avec de très nombreuses maladies sexuellement transmissibles, tout particulièrement au sein de la communauté homosexuelle, que ce généraliste qui est en haut, qui s'appelait Joël Weissman, et qui avait dans sa patientèle beaucoup de jeunes homosexuels qui consultaient régulièrement pour de nombreuses maladies sexuellement transmissibles. Et il les soignait, il leur donnait des antibiotiques notamment, mais il avait quand même remarqué que certains étaient vraiment malades, ils avaient des ganglions, ils avaient maigri, etc. Et donc, il en a confié un, le premier, vous voyez, en janvier 81, à l'hôpital, à Michael Gottlieb, qui se trouve en bas à gauche. Et Michael Gottlieb, dans son service hospitalier, il avait arrivé un patient, puis rapidement 3, puis rapidement 5. Et tous ces patients, ils avaient tous une pneumopathie, une pneumocystose, ils avaient tous une candidose, donc une infection à Candida albicans, ils avaient tous une infection à CMV. Et on m'avait dit il y a quelques années qu'il s'est tout de suite rendu compte qu'il se passait quelque chose qui n'était pas ordinaire. Et donc, on m'avait dit, il a voulu envoyer sa publication au New England Journal of Medicine qui avait refusé. C'est pas du tout ça, c'est absolument le contraire. Il a téléphoné au rédacteur en chef du New England, qui lui a au contraire conseillé en disant « Mais bien sûr que je vais accepter ton papier, mais il faut que ça met 3-4 mois pour être publié chez moi. Donc il faut que tu alertes les autorités de santé publique beaucoup, beaucoup plus rapidement. » Et c'est pour ça que la première publication qui va parler... N'entends rien, je n'entends rien du tout. Rien. Rien. Qui c'est qui parle, hein? C'est Oh à là côté. là. Ah, c'est à côté. Bon, je ne veux pas dire qu'on s'en fout de ce qui se passe à côté, mais un petit peu. Oh là Donc, là. C'est intéressant. La première publication qui va parler du sida, de ce qu'on appellera le sida dans quelques mois, eh ben ça a été publié dans la revue du Center for Disease Control, le CDC à Atlanta, dans ce qu'on appelle le Morbidity and Mortality Report, qui décrit ces 5 cas de pneumocystose. Et puis ensuite, quelques mois après, ça sera publié dans le New England. Un mois après, vous voyez, donc ça datait du 5 juin 81. Un mois après, toujours dans le MMWR, pareil, des cas à New York, avec des pneumocystoses et des sarcomes de Kaposi. Et puis celle qui a joué un rôle extrêmement important, je reviens, c'est cette jeune femme qui s'appelle Sandy Ford. C'est elle était pharmacienne au CDC, c'est elle qui donnait la pentamidine, la lomidine, d'accord, pour traiter notamment, retenez ça, les infections à trypanosome, la maladie du sommeil. Okay. Elle commençait à utiliser ce médicament pour lutter contre les pneumocystoses. Et elle a vu son stock de pentamidine mais fondre comme neige au soleil. Et il a dit, il est en train de se passer quelque chose, j'en ai plus donné en 15 jours que j'en avais donné depuis 1 an. Donc elle aussi, elle a tiré la sonnette d'alarme. Quoi qu'il en soit, le CDC, tout le monde disait à cette époque-là, il n'y a pas de danger chez les non-homosexuels, il n'y a pas de cas en dehors de la communauté homosexuelle. C'est pour ça qu'on appelait cette maladie à cette époque-là le GRID, pour Gay-Related Immunodeficiency Disease. Voilà. Tout au long de l'année 82, je voulais synthétiser sur cette diapo, on s'est aperçu que non, il n'y avait pas que les homosexuels qui étaient atteints de cette maladie. Les femmes, les enfants, les receveurs de transfusions sanguines, les prisonniers, voilà, donc des contaminations aussi hétérosexuelles. Et sur la base de toutes ces observations, tout le monde pouvait être confronté à cette maladie, eh bien c'est officiellement le 24 septembre 82 qu'on a arrêté d'appeler cette maladie GRID et qu'on l'a remplacée par AIDS. Le mot sida est né, si je puis dire, en septembre 82. Et à cette époque-là, il y a une mortalité absolument extraordinaire. Et cette photo, vous l'avez peut-être déjà eue, elle a fait un peu le tour du monde. C'est la mort en direct d'un jeune Américain qui s'appelait David Kirby. Elle avait été reprise quelques années après par United Scholars of Benetton pour faire une campagne de prévention. Et United Scholars s'était fait attaquer alors qu'ils avaient tout à fait l'accord de la famille Kirby pour publier cette photo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque-là, on ne sait absolument pas d'où ça vient. L'hypothèse la plus sérieuse, c'était que c'était une infection à cytomégalovirus. Ce qu'on connaissait déjà, tous les patients avaient une infection à CMV et il était connu pour ses propriétés immunosuppressives.
pour la petite histoire, moi je travaillais à cette époque-là, je faisais mon DEA à cette époque-là, sur le CMB, c'est pour ça que je suis tombé dans la marmite tout petit. Mais il y avait d'autres hypothèses, toutes plus farfelues les unes que les autres, puisqu'on a parlé ce matin de chemsex. Pour certains auteurs, c'était justement les poppers qui étaient à l'origine de ça, le nitrite d'amyle, d'accord. Pour d'autres auteurs, ces personnes avaient tellement de rapports sexuels qu'ils arrivaient à s'immuniser contre certains antigènes présents dans le sperme. Et que c'était cette allo-immunisation qui était à l'origine de la dérégulation de leur système immunitaire. Et quant au cas vu en Haïti, de toute évidence, c'était dû aux pratiques vaudou. Donc ça nous fait sourire quand on lit ça, hein, mais vous voyez que c'était publié dans le Lancet, le JAMA, Annals of Internal Medicine, donc dans des grandes revues. Ça montre notre ignorance de l'époque. Et puis il y a eu la première étude qui s'est dit, mais c'est peut-être bien une maladie infectieuse qui est transmise. Ok, merci. Tous les gens qui étaient atteints de cette nouvelle maladie, qui avaient un pneumocystis ou un Kaposi, ils avaient tous eu des relations sexuelles entre eux. Donc là, ils se sont dit, ah, mais attends, c'est peut-être bien un truc transmissible, et c'est peut-être bien une infection sexuellement transmissible. Avec un mec au milieu, là, 0. On en reparlera à la fin de cet exposé. C'est lui qui avait été accusé d'avoir apporté le virus du sida aux États-Unis. Ok. En France, le premier cas est décrit par notre ami Willy Rosenbaum en mars 82. Et puis en mars 83, la France, dans le Lancet, publie les 29 premiers cas français. Okay, et on voit que il y a une mortalité qui est extrêmement importante. Dans le moment où ils ont commencé la publication, ils l'ont fini, la moitié qui était décédée. Et que quand on regarde un peu en détail ce tableau, on voit que ces gens avaient beaucoup circulé aux États-Unis, en Haïti ou en Afrique équatoriale. Et puis la solution, elle vient en 83, à partir de Willy Rosenbaum nous avait raconté ça à plusieurs reprises au colloque VIH Océan Indien, quand il voit en consultation ce monsieur avec, vous voyez, ce ganglion. Ok. Il a réussi à convaincre les chirurgiens non sans mal à faire l'exérèse de ce ganglion. Il l'a envoyé à l'Institut Pasteur de Paris. Et là, dans ces deux ganglions, toute l'équipe de l'Institut Pasteur, Françoise Barré-Sinoussi en tête, sur la photo de droite, a isolé un nouveau rétrovirus qu'elle a appelé dans un premier temps LAV pour lymphoadénopathie associated virus, puisqu'il est isolé à partir d'un ganglion. Ok, c'était donc voilà. Et là, vous avez les premières photos de ce nouveau virus. Ok. Ça s'est passé, elle raconte ça dans une publication qu'elle avait écrite pour le 20e anniversaire. C'était un vendredi en fin d'après-midi. Charlie Doguet, qui était responsable de la microscopie électronique à Paris, a plongé ses yeux, si je puis dire, dans le microscope électronique et il a vu ces nouvelles particules virales. Et il raconte dans ce papier en disant qu'il a couru dans tout le laboratoire en criant « I have it, I have it ». Si un psychiatre était passé à ce moment-là, je crois qu'il nous aurait tous enfermés. Voilà. Un an après, Gallo, aux États-Unis, dit qu'il a isolé un nouveau virus que lui appelle HTLV3. Donc en France, c'était LAV, c'était HTLV3. Donc là, pendant un an, même plus d'un an, ça s'est bagarré dur. Ok, pas trop pour la paternité du virus. Gallo a toujours reconnu que l'antériorité de la France. Mais en termes de brevets derrière, il y avait quand même quelques millions de dollars à prendre. Bon, les choses se sont arrangées entre Ronald Reagan et Jacques Chirac. Et puis, il a fallu quand même attendre 86 pour que John Coffin, que je vous ai déjà cité, dit « Et on arrête les conneries, fin du bal ». D'accord, on sait tous très bien que c'est le même virus. Et c'est donc en 86 qu'on a appelé ce nouveau virus HIV1. Voilà. Et la même année, François Clavel, toujours à Pasteur Paris, isole un deuxième virus responsable de sida qu'on appelle LAV2 dans un premier temps et qui est devenu HIV2 par la suite. Voilà. Donc vous voyez les grandes dates, 81 les premiers cas, 83 isolement du virus, 86 le nom de VIH, si je veux faire très simple. Quelles ont été les réactions de la société quand est arrivée cette nouvelle maladie et ce nouveau virus? Beaucoup avaient très très peur. Ils pensaient que c'était la nouvelle peste.
Vous voyez, à droite là-bas, c'était la tenue des gardiens pénitentiaires, voilà, dans les prisons américaines. Voilà. Bon, donc les gens avaient très peur. Et puis quand on regarde les 1000 premiers cas qui ont été décrits aux États-Unis, dans le Journal of Infectious Disease en 83, qu'est-ce qu'on remarque? Homosexuels, haïtiens, usagers de drogue intraveineuse ou héroïnomanes, hémophiles. C'est la fameuse maladie des 4 H. C'est pour ça qu'on l'a appelée la maladie des 4 H. Homosexuels, haïtiens, héroïnomanes et hémophiles. Alors, chez les hémophiles, il y en a un qui est très connu, ok. Il s'appelait Ryan White, hémophile, ok. Et en raison de son infection par le VIH, il s'est fait virer de son école à 2 reprises à la demande des parents d'élèves et de certains professeurs. Ok. Pardon? Oui. Voilà. Alors que donc il y avait déjà plein de papiers qui montraient que les contacts familiaux tous les jours ne présentaient absolument aucun risque, il n'empêche qu'il s'est fait virer. Ça a fait, donc on sortait ces affiches pour rassurer les gens, mais il y avait quand même une crainte. En ce qui concerne Ryan White, vraiment aux États-Unis, ça a fait une affaire d'État, ok. On reconnaît un certain nombre de personnes qui ont vraiment beaucoup aidé. Je citerai tout particulièrement Elton John, qui a beaucoup aidé la maman de Ryan White après son décès, notamment financièrement. Et dans les mois qui ont suivi le décès de Ryan White en 90, il a été créé un fonds de pension extrêmement important qui aide les plus démunis aux États-Unis depuis 30 ans maintenant. Et ce Ryan White Care Act est signé toutes les années par le président américain. Et puis il y avait les 3 autres H. Des homosexuels, des haïtiens, des héroïnomanes. Alors j'espère que vous allez très bien prendre et me comprendre ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas mon langage, c'était le langage qu'utilisaient un certain nombre de personnes à cette époque-là. Des blacks, PD, toxicos. D'où pouvait venir cette nouvelle maladie? Quand on est black ou PD ou toxico, ou les 3. Mais c'était l'œuvre de Dieu, parce que ça, c'est des gens de mauvaise vie. Voilà. C'était la malédiction de Dieu. Ok. Et quand vous voyez des journaux comme The Sun, le 7 février 1985, The Sun disait que le sida, c'était la colère de Dieu, et que Dieu devait verser sa colère sur le pécheur. Non, mais ça a circulé, ça. Hein. C'est pas des bandes dessinées que je vous présente là. Quant à cet homme-là, bah, il dit que si son fils il a le sida, il le flingue, tout simplement. Voilà. Ok. Donc il y avait ces gens-là, ceux qui pensaient que c'était une malédiction de Dieu. Pour d'autres, non, c'est pas Dieu qui l'avait fabriqué, c'était l'homme qui l'avait fabriqué. Et pourquoi ils avaient fabriqué ce virus? Eh ben, c'était pour tuer les homosexuels. Et dans quoi ils avaient mis non, mais tout ce que je vais vous dire là dans les diapositives, vous voyez en bas, MD, Medical Doctor. C'est des médecins qui écrivaient ces bouquins. Hein, d'accord? Le sida et les docteurs de la mort. Ok? Et donc c'est ce qu'il dit, qu'il a été fabriqué par l'homme. Et dans quoi ce poison avait été mis? Dans le fameux vaccin hépatite B. On nous disait que c'était pour protéger les homosexuels contre l'hépatite B, mais non. C'était pour les tuer avec ce nouveau virus. Non, mais vous voyez un peu le niveau de connerie quand même, quoi. Hein, d'accord? Pour d'autres, et on a revécu ça avec le Covid. Hein. Les gens de ma génération, on avait vécu ça avec le VIH, on a revécu avec le Covid. Moins fort quand même. Pour d'autres, bah, c'était une arme bactériologique fabriquée par les Américains contre l'axe de l'Est, si je puis dire, contre l'ex-Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Et puis, mes préférés, les négationnistes. Ceux qui disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le plus célèbre d'entre eux, c'est ce monsieur, il s'appelle Peter Duesberg, quand même professeur de microbiologie à Berkeley, qui est une grande université américaine. D'accord? Et je vous ai mis ici certaines de ses publications. PNAS, c'est une grande revue. Voilà un mec qui avait travaillé sur les rétrovirus murins et aviaires.
eh ben, il est devenu le plus grand négationniste de tous les temps, ou presque, à d'autres que je vais vous présenter, en écrivant ce bouquin, en anglais d'abord aux États-Unis, mais il y a la traduction française, l'invention du virus du sida. Et une chose que je n'ai jamais compris, et je crois que je ne comprendrai jamais, peut-être que certains d'entre vous pourraient m'éclairer, quand on voit la préface du bouquin, préface du prix Nobel Kary Mullis. Prix Nobel de chimie, c'est lui qui a inventé la PCR. Comment, je vous pose la question, on en discutera tout à l'heure peut-être, comment un prix Nobel qui a inventé la PCR peut devenir négationniste? Je sais pas, j'ai pas compris, mais en tous les cas, c'est la vérité. Il y en a un autre, lui aussi, vous voyez, MD, PhD, d'accord, médecin, docteur en sciences, etc. Il s'appelait Robert Wilner. Ben, c'est lui qui, sur un plateau télé, a fait semblant de s'injecter du sang d'un hémophile contaminé pour montrer que ça risquait rien. Bon, l'histoire a prouvé qu'ils avaient choisi un sang séronégatif. Hein, voilà. Non, mais vous voyez un peu le niveau. Un autre, plus proche de la France, ok, Étienne Desharven, médecin belge, qui a écrit ce truc. Si vous tapez ça sur Google, les 10 plus gros mensonges du sida, ben vous allez avoir ce bouquin. En fonction de votre humeur, soit vous allez rire aux éclats tellement c'est un tissu de conneries, soit vous allez pleurer, quoi. Ok, parce que là on vous dit que c'est pas du tout ce virus qui est à l'origine de cette maladie, et que cette maladie, c'était leur façon de vivre, inappropriate lifestyle, d'accord. Voilà, ils avaient une vie débauchée, donc c'est là. Et puis c'était les antiviraux que tu donnes à tes patients. Arrête de les traiter, tu vois, c'est ça. Hein. Donc moi c'est une patiente qui m'avait fait découvrir ce livre. Là, comme ça, on rigole, mais tout ceci a été très grave, parce qu'à la fin du siècle dernier, en Afrique du Sud, le président Thabo Mbeki tenait une politique totalement négationniste. Et il s'était appuyé, il avait monté son petit groupe d'experts avec Peter Duesberg, avec Étienne Desharven, pour asseoir sa politique négationniste. D'accord ? Donc c'était très grave parce qu'il a été prouvé par la suite que cette politique, il y a eu une perte en bénéfice absolument énorme et on considère que cette politique négationniste, c'est la cause de centaines de milliers de morts et d'enfants qui ont été contaminés, qui n'auraient pas été avec les... À côté, c'est un cimetière sud-africain. Et il a fallu attendre 2000, quasiment 20 ans après les premiers cas, et cette fameuse déclaration de Durban, qui a été publiée dans Nature le 6 juillet 2000, pour dire non, le VIH cause le sida. Et j'en profite, donc ça a été signé par des milliers de praticiens qui étaient en Afrique du Sud à ce moment-là, et si je mets la photo de Mark Weinberg, c'est que c'était vraiment un ami très très proche, grand chercheur, publié dans les grandes revues et qui était en 2000 le président de l'International AIDS Society. Et quand on discutait avec lui, il disait que la plus belle chose qu'il avait fait, c'était d'avoir organisé pour la première fois un congrès mondial sur le continent africain. Il avait rencontré Nelson Mandela à ce moment-là, et ce congrès de Durban, on lui doit à lui. Et là, j'étais avec lui en Martinique en train de boire des canons, et on a bien fait. Voilà. Et pour lutter contre cette politique négationniste, il y a des personnes, comme cette dame, Prudence Mabele, qui a lutté contre Thabo Mbeki, contre ce négationnisme. Et il existe maintenant un prix Prudence Mabele qui est remis lors des congrès de l'International AIDS Society. Donc on sait maintenant, on connaît cette nouvelle maladie, on sait que c'est un nouveau virus, Maintenant, deuxième partie ou troisième partie, peu importe, d'où il vient ce virus, quoi. Hein. C'est la seule diapo de viraux pratiquement que je vous présente. C'était juste pour vous rappeler que les virus, comme le VIH, qui sont des virus à ARN, ils ne sont pas statiques comme le 19, ils bougent parce qu'ils mutent, parce qu'ils se recombinent. Donc il y a une grande diversité virale au fur et à mesure que les années passent. Et là, on peut aller jusqu'au bout de cette diapo. Pour gagner un peu de temps, on comprend que si une personne s'infecte par un virus, au bout de quelques années, il y aura un petit peu plus de personnes infectées, puis encore quelques années, il y en aura un petit peu plus. Donc c'est un cas localisé, puis une transmission locale du virus, et puis ensuite ça en fait une pandémie. On comprend que
entre le moment où le virus là est arrivé et puis la fin, plus on laisse passer les années, pour des virus qui ne sont pas statiques, eh ben on aura une grande diversité virale. En clair, il y a une relation directe entre la durée d'une épidémie dans un lieu donné et la diversité des virus qu'on va rencontrer. Vous avez suivi l'évolution des Covid au fur et à mesure des eh ben c'est pareil. Okay. Et sur cette base-là, eh bien, on peut déterminer, je vais vous le simplifier, une technique qu'on appelle la technique des horloges moléculaires. C'est-à-dire, c'est comme un arbre généalogique, si vous voulez. On détermine la séquence, on séquence le génome du virus, on séquence, c'était l'ordre de mon chef, de mon chef, on séquence le virus et puis on voit qu'ils se ressemblent, mais ils ont quelques différences. Si on considère, ce qui n'est pas tout à fait vrai, que le taux de mutation dans le temps il est constant, eh ben on peut remonter, comme on remonte dans un arbre généalogique pour connaître ses ancêtres, et on peut déterminer l'ancêtre commun le plus récent. Voilà. Et donc on a fait ça pour le VIH. Et puis, ce qu'il faut, on arrive petit à petit vers l'origine de ce virus. En 83, quand on a décrit tous ces cas chez les humains, les gens qui s'occupaient de primatologie, de singes, ils se sont dit, mais on a certains animaux, nous, dans nos zoos, dans nos centres de primatologie, qui ont les mêmes symptômes que ce qui a été décrit chez l'homme, notamment chez les macaques. Ils ont des symptômes tout à fait voisins de ça. Ils se sont dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des rétrovirus équivalents à l'HIV chez nous, qu'on appellerait donc des SIV. Eh bien, ils en ont découvert chez le macaque, on l'a appelé STLV3 dans un premier temps, puis SIV-MAC, d'accord. Donc les singes aussi avaient des rétrovirus. Et chose extrêmement importante, quand on recherchait ces SIV chez les macaques à l'état sauvage, on n'en trouvait pas. Mais quand ils étaient en captivité, on en trouvait. Peut-être bien que ces singes, ces macaques, avaient été infectés par d'autres singes en captivité. Et c'est la première fois, c'est la première hypothèse en disant, mais il y a peut-être bien une transmission intra-espèce. Oui, mais peut-être bien même inter-espèce. C'est là qu'est née cette notion que l'origine du VIH était peut-être bien simienne. Donc il y a eu plein de travaux qui ont été faits là-dessus et on a découvert maintenant, on en est au moins à 40 SIV, donc virus simiens de l'immunodéficience, qui ont été décrits chez au moins 40 espèces de singes. Voilà. Et là, les gens se sont, donc je vous résume tout ça sur cette diapo. On a retrouvé des SIV chez le chimpanzé, et on doit ça notamment à une collègue de Montpellier qui s'appelle Martine Peters, qui a montré que ces virus étaient présents chez le chimpanzé en milieu naturel. Et en déterminant la séquence, on s'est aperçu qu'il était très proche de l'HIV1. Et puis on en a découvert d'autres virus chez une petite espèce de singe particulièrement présente en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le mangabey infumé, ou Souti mangabey. Et ce virus-là, il est très proche de l'HIV2. Et puis après, on en a découvert aussi chez le gorille, et lui aussi, il ressemblait pas mal à l'HIV1. Tout ça, quand on fait des arbres comme ça, phylogénétiques, plus les virus sont proches, plus les branches sont rapprochées, plus les virus se rapprochent. Et vous voyez que l'HIV1, il est très près du SIV du chimpanzé, et il est très près du SIV du gorille. Et l'HIV2, il est très près du SIV du macaque, d'accord, et du Souti mangabey. Comment les choses se sont passées, en fait? Le chimpanzé, il a été le virus du chimpanzé, le SIV chimpanzé. On sait que c'est un virus recombinant, parce que le chimpanzé, c'est omnivore. Okay, ça chasse d'autres petits singes. Okay, et il s'est contaminé à partir de différents virus présents chez différents virus du singe. Et c'est ce SIV du chimpanzé qui est responsable, qui est à l'origine de l'HIV1 groupe M. 98% des virus qui circulent à la surface du globe sont des HIV1 groupe M, ça veut dire major. Okay. Il est aussi responsable du groupe N, et c'est le SIV du gorille qui est responsable des deux autres HIV1 O et P qui sont beaucoup moins fréquents. Une des grandes questions que se posent les gens, c'est comment le virus est passé du chimpanzé au gorille, et ça reste un mystère. Ces deux espèces occupent des fois les mêmes territoires dans la forêt équatoriale, mais le gorille, il est quand même beaucoup plus herbivore, donc on ne sait pas. Et quant à l'HIV2, c'est le Souti mangabey qui en est à l'origine.
Donc, le virus vient du singe. Quand est-il passé? Eh ben, en utilisant cette technique des horloges moléculaires, les 3 plus vieux prélèvements qui ont été un prélèvement, vraiment, du plasma ou un petit morceau de ganglion, retrouvé à Kinshasa, qu'on appelait Léopoldville à cette époque-là, il date de, voyez, de 1959-1960. On a retrouvé ces prélèvements, ils ont pu extraire l'acide nucléique, l'amplifier, séquencer et faire l'arbre, et faire la technique des horloges moléculaires. Et bien, par cette technique-là, on sait que le SIV du chimpanzé, qui a donné le virus pandémique, il est passé chez l'homme aux alentours de 1900. D'accord? Certains disent entre 1900 et 1920 maintenant, on est à peu près. D'accord? Il y a un gros siècle que le franchissement de la barrière d'espèces a eu lieu. Et vous voyez déjà que il y a déjà des sous-types qui sont différents à Kinshasa à cette époque-là, Léopoldville. Ça montre quoi? Que le virus, il était là déjà depuis un certain temps. En 1959-1960, il avait déjà pas mal diffusé dans la population, puisqu'il y avait une grande diversité virale. Donc c'est le chimpanzé, c'est aux alentours de 1900. Mais comment il est passé du singe à l'homme? Alors là aussi, il y a eu un tissu de conneries absolument extraordinaire. Et là aussi, c'est des médecins et des journalistes qui se sont dit, mais c'est les vaccins polio, c'est les premiers vaccins oraux polio qui sont à l'origine, parce que c'est préparé à partir de cellules de reins de singe. Et que là aussi, je vous le fais rapidement, mais il a fallu vraiment 10 ans. Il y a eu des combats extraordinaires, scientifiques extraordinaires, et des articles dans Nature notamment, pour montrer que non, ce n'était pas le vaccin polio qui était à l'origine de la transmission du singe à l'homme, notamment en retrouvant des doses de vaccin polio et en faisant des PCR là-dedans, en montrant qu'il n'y avait absolument pas de SIV ni de VIH là-dedans. Ça, c'était la première hypothèse. Ça a duré 10 ans, je vous assure. Il a fallu vraiment un combat absolument. Pour d'autres, pour la petite histoire, c'est juste pour détendre un petit peu, mais d'autres personnes pensaient que c'était ce monsieur qui en était à l'origine du franchissement de la barrière d'espèces, un médecin russe qui sévissait à Paris dans ces eaux-là. Et pour des messieurs qui étaient d'un certain âge, qui étaient très riches, mais qui n'avaient pas plus toutes leurs facultés en dessous de la ceinture, ils proposaient des greffes de testicules de singe. Et donc, il avait été émis l'hypothèse que c'était ces greffes de testicules de singe qui étaient à l'origine du passage du singe à l'homme. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça, même s'il n'y a pas une personne qui peut en témoigner directement que ça s'est passé comme ça, mais on le sait maintenant par plein de publications, c'est un accident d'exposition au sang, dû à la chasse et pas trop à la consommation, parce que quand je fais cette présentation devant un public souvent africain, je sens que les visages des fois se tendent un petit peu, mais non, c'est pas la consommation à partir du moment où elle est cuite, c'est le dépeçage des animaux. C'est un accident d'exposition au sang, c'est une zoonose, et on peut comprendre que ça peut. Il suffit de voir l'image du haut, elle m'a toujours fait un petit peu froid dans le dos, quoi. C'est un accident d'exposition au sang. Voilà quelques photos, puisque les singes étaient très que ce soit les macaques ou comme les gorilles. Donc, l'origine simienne aux alentours de 1900, suite à un accident d'exposition au sang. Et il y en a plusieurs, parce que des franchissements de la barrière d'espèces, il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas eu qu'un seul. Où c'est que ça a eu lieu, ça? Sud du Cameroun, nord du Congo, Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ça, à cette époque-là, période coloniale. D'accord? Parce que depuis 1894, il y avait eu la fameuse conférence de Berlin où les pays européens s'étaient partagés l'Afrique. D'accord? Si je vous raconte tout ça, c'est que notre présence là-bas, de nos grands-pères, ils n'ont quand même pas fait que des bonnes choses, si je puis dire. Même si certaines personnes étaient sûrement de bonne foi et pour aider les gens. Mais c'était quand même avant tout pour les exploiter, notamment avec ce train allant de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Le mec qui était à l'origine, qui dirigeait tout ça, j'en suis pas très fier,
Ok, c'est l'ancien maire de Lyon, il s'appelait Augagneur, il y a un quai à Lyon. Ouais. Je suis pas trop pour déboulonner les statuts, mais ça, je l'enlèverai quand même bien de ma ville. Il y a un article je vous le conseille, dans Géo-Histoire, ok, qui parle de tout ça. Ok. On considère que la construction de ce train de Brazza jusqu'à Pointe-Noire, ok, ça a fait 17 000 morts. Le titre de l'article, c'est une travée. Vous savez, il y a les rails, puis il y a les travées, là, pour les trains. Une travée, un mort. Voilà. Bon. Okay. Ça, c'est ma. Alors, souvent, quand j'ai plus de temps, c'était ma partie anticolonialiste. Elle dure, je vous assure, beaucoup plus longtemps que ça. Fort heureusement, il y a des gens qui se sont élevés contre ça. André Gide, notamment, ou Albert Londres. Voilà. OK. Parce que là-bas, on était là-bas pour prendre les ressources, l'ivoire, le caoutchouc. Et donc, il y a eu construction de voies ferrées et puis la voie fluviale avec les bateaux à vapeur. Vous voyez, c'était pas d'aujourd'hui, ça datait de 1892. OK. Et donc, on sait très bien maintenant comment ça a diffusé, notamment grâce à cette publication assez récente dans Science. OK. Martin Peters à 1. Et à partir du moment où l'épicentre de la maladie, c'était Brazza. OK. Enfin, donc, Léopoldville à cette époque-là, par voie fluviale et par voie ferrée, il a diffusé ce virus dans l'Afrique centrale. On le voit mieux sur cette diapo-là. Elle est en français. Donc vraiment, le virus passe du chimpanzé à l'homme aux alentours de 1900, sud du Cameroun, nord du Congo. L'épicentre de la maladie, c'est Léopoldville. Et à partir de là, il va diffuser dans d'autres régions, que ce soit à l'ouest ou à l'est. OK. Si je parle de ce colonialisme, on va aller rapidement là-dessus, mais c'est vraiment, je pourrais y rester des heures sur ce truc. Quel est le problème? C'est en bas à droite. C'est les seringues. Je m'étais fait tout un diaporama sur les seringues. C'est intéressant, l'histoire des seringues, qui étaient au départ uniquement en verre et qu'on pouvait stériliser. Hein? L'occasion de discuter avec une dame qui n'est plus sur cette terre, qui était infirmière à l'Odantec, au Sénégal. À cette époque-là, elle me disait que tous les jours, tous les soirs, elle prenait ses seringues en verre, elle prenait une grosse marmite, elle faisait bouillir de l'eau, elle coupait des morceaux de savon dedans, et puis elle faisait bouillir tout ça. Quand les seringues en plastique sont arrivées, elle ne pouvait plus les faire bouillir, et ça coûtait tellement cher qu'elle ne pouvait plus utiliser, elles en avaient très très peu. Okay, c'est ça qui ça résume. J'ai peut-être été un peu trop vite. Non, voilà. OK. Et donc, pour manque de seringues, ce que je vous conseille, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans, il s'appelle Guillaume Lachenal, il est historien de la médecine à Paris. OK. C'est lui qui a écrit ce bouquin, Le médicament qui devait sauver l'Afrique. Et c'est quoi ce médicament? C'est la lomidine. Cette lomidine, elle est présente tout au long de l'histoire du VIH. Et vous avez ici, c'est publié, vous voyez, dans AIDS Research and Human Retroviruses. Okay. C'est une campagne pour lutter contre la maladie du sommeil dans une province qui m'est chère, okay, qu'on appelle Ubangui-Chari. C'est la République centrafricaine maintenant, où ils avaient quand même fait 89 000 injections avec 6 seringues. On peut penser quand même que c'est passé d'un patient à l'autre. Voilà. OK. Et puis, l'autre auteur qu'il faut lire, si ça vous intéresse, c'est notre ami Jacques Pépin, canadien, d'accord, qui a écrit un bouquin là-dessus. Étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quitté leur campagne pour venir construire les nouvelles villes, il y avait une urbanisation qui était extrêmement importante à ce moment-là, d'accord, il y avait des camps d'hommes qui étaient là pour travailler, construire. Et donc, il fallait quand même bien que ces hommes se divertissent un petit peu. Donc, ils avaient quand même mis quelques femmes à l'intérieur de ces camps. Ce qu'explique très bien Jacques Pépin, c'était une soft prostitution. D'accord, c'est pas ça qui a été à l'origine vraiment de la... Il y en a eu un peu de transmission sexuelle, bien sûr, mais c'est pas ça qui explique l'explosion des cas vus à ce moment-là. Parce qu'une femme s'occupait d'une demi-douzaine d'hommes à peu près, leur faisait à manger, leur coupait les cheveux, puis des fois ça allait un petit peu plus loin. Donc ça a contribué, mais très 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 peu. Mais que ce soit la France ou la Belgique, eh bien, ces free women, il fallait qu'elles soient en bonne santé. Pas qu'elles transmettent de la syphilis, notamment. Jade vient de parler de syphilis. Et donc, ils leur faisaient régulièrement des prélèvements qu'ils envoyaient dans un labo en Belgique pour rechercher. C'était la technique de Bordet-Wasserman, à cette époque-là, un test non tréponémique. Okay. Et tous ces tests, ils revenaient pause, quasiment. Pourquoi?
Parce qu'en Afrique, il y a un autre tréponème qui circule, qu'on appelle Treponema perteniu, qui est l'agent du pian. Et ça croise en termes de sérologie entre ces deux bactéries. Et il a été démontré que 96% des résultats qui revenaient positifs étaient des faux positifs. Ce n'était pas de la syphilis. Or, le traitement que ces dames recevaient, eh ben, vous voyez, c'était, en plus, c'était des molécules sympathiques, hein, de l'arsenic, du bismuth, du mercure, et c'était 24 intraveineuses et 42 intramusculaires par an. Là aussi, on peut penser quand même que le virus, il a pu passer. D'accord ? Et que c'est ça, d'après notre ami Jacques Pépin, qui est surtout responsable de l'explosion des cas. Et ce qu'il faut savoir, on retrouve ça hein, dans les Croix-Rouges, dans la Société belge de médecine tropicale, on retrouve exactement ces cas qui sont décrits. Et ce que je vous décris là pour le VIH, ça a été prouvé, là aussi, hein, c'est des publications tout à fait valables, que c'est aussi responsable de la transmission iatrogène de l'hépatite C et de l'HTLV. Il n'y a pas que le VIH qui est là. Ok. Et donc voilà, c'est tout ce que vous écrit Jacques Pépin. Je vous conseille bien volontiers pour ceux qui sont intéressés par ce bouquin aux origines du virus du sida. Vous voyez l'urbanisation dont je vous parlais. Kinshasa, Léopoldville, en 1896, vous voyez le petit village, 60 ans après, voilà. Donc on comprend qu'il a fallu. Et là, à ce moment-là, là, il y a eu une prostitution beaucoup plus avancée qui a continué à faire le boulot. On arrive à la fin. Enfin, les années 60 arrivent et c'est le grand moment des indépendances. D'accord ? Pour le Congo, c'est en 30 juin 1960. D'accord ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Haïti avait des liens un peu privilégiés pour je crois, des questions linguistiques d'origine. Et donc, il y a 4500 Haïtiens qui ont quitté Haïti. Ça arrangeait bien en plus Duvalier, celui qu'on a hébergé pendant des années, là, le salopard. Hein, ok. Eh bien, ils sont partis en Haïti, au Congo, pour aider des instituteurs, des ingénieurs, voilà, tout le monde, pour redresser le pays. Parce que quand même, il y avait besoin, parce que, on en parlait hier soir avec Monsef, quand les Belges sont partis, mais je dirais pareil pour la France et l'Afrique équatoriale française, hein. On considère que sur tout le pays, il y avait 30 personnes qui étaient du niveau de l'université parmi la population autochtone. Hein, plus vous laissez les gens dans l'ignorance, plus vous pouvez les dominer facilement. Donc les Haïtiens, ils sont partis au Congo donner un coup de main pour redresser le pays. Ils sont restés là-bas quelques années et puis un certain nombre d'entre eux sont retournés en Haïti. Et je vous avais dit au début de cet exposé, très rapidement, après les cas vus sur la côte ouest, on en avait trouvé en Haïti. Parce que Haïti, dans les années 60-70, vous voyez qu'on a pratiquement fini notre voyage, il y avait des migrants qui partaient d'Haïti pour les États-Unis. Haïti était aussi une zone qui était assez privilégiée par une partie de la communauté homosexuelle américaine pour aller faire du tourisme sexuel. Et, chose que les gens ne savent pas bien, c'est qu'il y avait un véritable trafic, entre guillemets, de sang entre Haïti et les États-Unis, où on saignait quasiment à blanc les pauvres Haïtiens pour quelques roupies, d'accord, et qu'on revendait. Et vous voyez, c'était qu'entre 5000 et 6000 litres de plasma par mois quand même. Hein. On les a appelés les vampires des Caraïbes. Cette compagnie s'appelait les mots caribéens, et on les appelait les vampires des Caraïbes. Non, mais je m'étais toujours posé la question, pourquoi les hémophiles, très rapidement, ont été contaminés ? Voilà l'origine du truc. Donc on sait maintenant très bien, toujours pareil, par séquençage, etc., que le virus, il est parti de Léopoldville, il a traversé par le retour des Haïtiens chez eux, et vous voyez qu'il est arrivé en Haïti au milieu des années 60 à peu près, d'accord. Et puis, ce qu'on en sait beaucoup plus, c'est que après, vous voyez, Haïti, 1963-1971, et c'est d'Haïti, par les mécanismes que je viens de dire, que le virus, il a rejoint les États-Unis. Cette publication est vraiment très très belle parce qu'elle a complètement innocenté ce monsieur Gaëtan Dugas, que je vous présente ici. D'accord, il a été accusé d'être la personne qui avait amené le virus aux États-Unis. Vous savez, le protectionnisme américain, ça ne pouvait pas venir d'un Américain, ça ne vient jamais des Américains. C'est un steward canadien.
D'accord. Et il a été accusé d'avoir amené, parce qu'il était au centre de ce petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Non, le virus, il était présent bien avant. Et le virus, il avait... Non, ça a été après, hein, ça passait à la télé, ça passait partout dans les journaux. Puis il y a ce livre-là qui avait été écrit par Randy Shields, And the Band Play On. C'est dans le Titanic, hein, et l'orchestre continue à jouer. C'est un bouquin qu'il avait écrit. Ça veut dire que, alors que le bateau est en train de couler dans le Titanic, l'orchestre il continue à jouer. Ben là, c'est sur le silence des politiques face à cette épidémie. Et dans ce bouquin, il accuse Gaëtan Dugas d'être là. On sait très bien que ce n'est pas du tout lui qui est à l'origine. Et ce qui a été publié en 2017, des fois à quel point il faut faire quand même attention, c'est que dans ce petit schéma que vous avez là, c'est pas 0, c'est la lettre O. O, ça voulait dire que c'était un gars qui était outside of California. Il n'était pas à Los Angeles, il n'était pas à San Francisco, il était ailleurs. Et lors de la transcription, ce O, il est devenu 0 et on en a fait le patient 0. Et non, mais à quel point, des fois, l'histoire est assez extraordinaire. Voilà comment le virus, après, a circulé. Et donc, c'est mon avant-dernière diapo. Comment, à partir d'un tout petit coin de la forêt équatoriale, en chassant des singes, le virus, il a diffusé absolument de partout. On a fait le tour de notre voyage, on était parti des années 70, on revient dans les années 70, et ma dernière diapo, c'est celle-ci, justement, en vous montrant, je pense toujours à ces gens-là que je n'ai jamais rencontrés, Gaëtan Dugas, faussement accusé, un jeune hémophile, une activiste sud-africaine. Voilà, c'est l'histoire très vite résumée là. Et puis je termine par The Red Ribbon, tout le monde le connaît, ça vous savez tous, le ruban rouge. Pas grand monde sait qui en est à l'origine. Il s'appelait Patrick O'Connell et il est mort du VIH en 2021. Je vous remercie beaucoup. Ah, il n'y a pas que moi, tiens. Merci beaucoup, professeur Tardy. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Merci en tout cas pour nous cliniciens. On arrive vraiment à comprendre au niveau viraux l'origine de ce virus. Je suis resté un peu à ma fin parce que je croyais qu'il y aurait, pas tout, il n'y a pas le temps, hein. Je lis un peu au niveau des ARV, parce que quand on sait que c'est un rétrovirus, on allait chercher pour un médicament qui était destiné à traiter des cancers et qui était... Au 4e, Mayotte en santé. Non, je sais, peut-être certaines personnes, mais mon truc, je l'avais appelé de l'AZT au lénacapavirine, on en appelait hier. Okay. Je t'assure que c'est de la viro pure et dure et de la chimie pure et dure. Il faut vraiment que je fasse des schémas. Il faut que je mette ça dans les mains d'une illustratrice. Ce à quoi tu fais allusion, c'est le premier antiviral qui est arrivé, c'est l'AZT, qui a été utilisé, homologué en 87, c'est le premier médicament antiviral qu'on a eu. C'était un mauvais anticancéreux qui avait été fabriqué 20 ans plus tôt, en 1964. Voilà. Et puis après, il y a eu tous les autres. Mais en plus, je dois dire, mais après, ça sera les organisateurs, toute l'histoire du traitement, si on veut faire un truc à la fois accessible, c'est ce dont je te parlais l'autre jour, la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose de très difficile à faire, parce que en voulant des fois simplifier très très loin les choses, tu peux devenir faux. Tu vois. Donc c'est pour le moment vraiment plus pour des gens qui travaillent là-dessus. Et donc là, il faudra que les organisateurs prévoient l'année prochaine 1h30. Voilà. Je me casse, tu sais déjà, ça fait un peu... Merci beaucoup, professeur Tardy, pour cette passionnante présentation. Moi, j'ai 2 questions. Vous avez dit que le virus, au tout début, était parti probablement d'Afrique centrale. Et puis, il y avait un voyage jusqu'aux États-Unis. Mais est-ce que ça voulait aussi dire que le virus a peut-être déjà s'est étendu au niveau d'Afrique centrale, mais on n'avait pas les moyens de poser le diagnostic bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en tous les cas
la première moitié du XXe siècle, entre son passage, si on dit, pour faire simple, 1900-1950, ben voilà, bien sûr qu'il y avait des cas. Il y avait des cas. Et comment le virus a circulé? Il y a une publication récente, je voulais l'analyser, mais je ne veux pas pousser trop loin, parce que hein, on sait qu'en Angola, il a aussi beaucoup diversifié. Comment il est arrivé jusqu'en Afrique du Sud. Après, c'est des voyages, c'est des déplacements, etc. Quoi, hein. Mais bien sûr que on ne savait pas parce qu'on n'avait pas les techniques. Heureusement qu'on a retrouvé ces prélèvements de 59 et 60, quoi, si tu veux. Sinon, ça aurait resté un mystère. Hein. Et deuxième question, pourquoi ces scientifiques, on va dire, renommés ont fait ces déclarations, ces publications? Quelle est la raison qui les a... Mais je te dis, je ne sais pas. Ça va rester pour moi un mystère. Je pense, c'est mon hypothèse, mais ça n'engage que moi, j'en suis pas sûr du tout. Peut-être la jalousie, tu vois. Un mec, il passe sa carrière à bosser sur les rétrovirus animaux. Il sort un rétrovirus humain, d'abord l'HTLV, puis surtout après le VIH, et ça lui échappe, c'est pas lui. C'est vraiment une réflexion peut-être de bas niveau, j'en sais rien. Mais c'est peut-être... Non, mais j'en vois pas, surtout. Mais si tu veux, Carrie Mullis, quoi. Tu te rends compte, la PCR, quoi. Le mec, il invente la PCR, il devient négationniste. Je me demande comment c'est possible, quoi, si tu veux. Non, mais Lionel Messi qui dit le football n'existe pas. Tu vois, je sais pas, moi. Bon, je sais pas. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Là. C'est pas une question, hein, juste une réaction. En effet, j'ai pensé la même chose que vous à chaque fois qu'il y avait des éminents savants ou médecins. Je me suis dit bêtement, spontanément, probablement c'est parce que c'est pas eux qui l'ont découvert, parce que voilà. Mais en tout cas, merci pour cette présentation. C'était hyper captivant. Je m'y attendais pas. J'allais partir quand j'ai vu le titre, et je regrette pas d'être restée. Et en fait, quand on vous a vu monter, on s'est dit lui, il a l'air un peu drôle. Il parle beaucoup et il est brut de décoffrage. Peut-être ça peut être intéressant son truc, et on a bien fait de rester. C'était pour un sujet lourd et très sensible. C'était présenté avec beaucoup d'humour et d'humanité, et c'était captivant. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. En plus, on est au moins deux à penser la même chose. Une autre réaction? Oui. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que vous avez parlé des années 80, et les années 80, moi, je les ai connues, parce que j'ai pas l'âge des gens qui sont là. Et c'était pas évident. Et je sais que je suis partie aux États-Unis pour 6 mois. Enfin, je ne savais pas combien de temps j'allais partir, mais je suis partie aux États-Unis en fin 87. Je peux vous dire que ma gynécologue, elle m'avait dit, il faut faire très attention. C'était une drôle d'ambiance. Hein. Ah oui, voilà. Oui, non, c'est sûr que quand on a vécu ça, et l'année prochaine, je vous parlerai, quand on a vécu fin 95, début 96, le début des trithérapies, ou je sais pas, mais je reviendrai peut-être à Mayotte, on va peut-être pas attendre un an, on verra. Ok, quand on a vécu les progrès thérapeutiques et ces résurrections, là je crois qu'on peut utiliser le terme, ces gens qui allaient mourir en 96-97 grâce aux trithérapies, hein, on n'est plus jamais les mêmes, ça c'est clair. Voilà. Le micro près de la bouche, s'il vous plaît. J'ai encore 2 autres questions. Hein. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe chez les singes en général. Quels sont les... Ils vont pas mal, je peux déjà répondre à cette question. Ils se portent bien. Ils se portent bien, ils ne meurent pas Bah non, même s'il a été montré quand même chez le chimpanzé que des fois, certains en tous les cas, se dégradent un petit peu. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont là depuis très 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 longtemps. Ils ont développé au moins, je n'ai pas eu le temps de faire cette publication qui est vraiment, vraiment intéressante, mais c'est des milliers, peut-être bien, mais des dizaines de milliers d'années, que ils se sont arrangés tous les deux.
l'hôte et le virus. Hein, d'accord. Donc, globalement, chez les singes, ça va pas mal, quoi, si tu veux. Et puis, j'en profite juste pour rappeler, et ça, c'est des choses que vous savez, ok, il y a ce qu'on appelle les rétrovirus endogènes, et 10% de notre génome à nous, je vous rassure, ce n'est pas du VIH, mais ce sont des rétrovirus. Ce sont des rétrovirus. 10% de notre génome. Ça s'est inclus il y a des millions d'années, et c'est parce qu'il y a eu ces rétrovirus qui sont rentrés dans le génome de notre cellule, mais qu'on est là, qu'on existe. Parce que c'est ça qui a permis l'émergence des mammifères. Hein. Donc, vous voyez que c'est une vieille histoire, ça. Hein. Voilà. Vas-y, okay. Je t'ai coupé pour ta deuxième question. Non, en fait, le mode de transmission, c'est... Est-ce que c'est des virus qui étaient déjà là chez eux pendant longtemps, ou est-ce qu'il y a aussi une transmission par voie sexuelle, par exemple, ou d'une façon? Chez les singes? Oui, chez les singes, oui. Oh, sûrement, oui. Sûrement, mais ça, je peux pas te l'affirmer comme ça, mais peut-être bien. Mais c'est aussi en se foutant des peignets, en se mordant, en se griffant, que voilà. Si vous vous souvenez, même à une époque, mais ça n'a pas été convaincu, que les chasseurs auraient peut-être pu se contaminer quand ils partent à la chasse, en se griffant dans certains arbres, etc. et tout. Bon, c'est surtout l'accident d'exposition au sang. Quoi. Quand on y va avec le couteau comme ça, ben, voilà. Même si, je le répète, enfin, j'avais fait des présentations au moment du Covid où je faisais un parallèle entre le Covid et le VIH, c'est toujours difficile pour un virus de franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Hein. Il est habitué à une cellule de singe. Ça ressemble une cellule de singe à une cellule humaine, mais c'est pas pareil quand même. Donc pour qu'il change d'hôte, c'est pas facile. Mais à partir du moment où on lui donne sans arrêt la possibilité de le faire, eh ben à un moment il va le faire. C'est ce qui s'est produit avec les chauves-souris en Chine il y a 4 ans. Merci. Et les personnes qui voulaient prouver le contraire, que le sida, en fait, ça n'existe pas, ils n'ont pas été pénalisés parce que là, ils sont quand même allés à l'encontre de la santé des personnes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de procès, mais enfin bon, ils se sont fait balayer médiatiquement derrière et par toute la communauté scientifique et la communauté médicale. Après une action judiciaire ou juridique, à ma connaissance, il n'y en a pas eu lieu. Mais je suis bien d'accord avec vous que ça aurait bien mérité ça, quoi. D'accord. Ah. Et il y a des personnes encore aujourd'hui qui peuvent penser le contraire ou pas? Un petit peu, beaucoup moins qu'à une époque, hein, mais les négationnistes, les complotistes, etc., il y en a toujours un petit peu. Et il y a des travaux de sociologie là-dessus qui montrent que les gens qui pensent que soit ça n'existe pas, soit ça a été fabriqué, enfin voilà, tous ces gens, les négationnistes, les complotistes, etc., c'est ceux qui se font le moins dépister, c'est ceux qui utilisent le moins le préservatif, et pour ceux qui sont infectés, c'est ceux qui suivent le moins bien leur traitement. Puisque c'est pas vrai tout ça. Je suis pas concerné. Donc ça a été prouvé. Donc il y en a encore, pas tellement, mais dans des discussions de bar, hein, bah vous entendez ça encore. Hein, de toute façon, est-ce qu'on est bien sûr que ça existe? Est-ce qu'il n'a pas été fabriqué par l'homme? On y entend encore tout ça. Et donc, à partir du moment où j'y crois pas trop, bah, je fais absolument pas attention. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Merci beaucoup.